Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère. Comme d'habitude, on commence avec le Fear and Greed Index, mais comme vous pouvez le voir, mon site est down. Il me met le fear à 0, donc on va passer juste à côté. Et voilà, on a donc notre Fear and Greed à 10. Je vous souhaite une excellente vidéo ainsi qu'un excellent week-end et je vous dis à demain pour un nouveau Zap Crypto. Les marchés ont fortement monté. Alors on va voir pourquoi ils ont fortement monté. En tout cas, la volatilité, ça commence à devenir la norme et pas l'exception. Et ça, je trouve ça personnellement génial. Là, je bois du petit lait en ce moment. Donc sachez que quand la volatilité augmente, si vous avez du mal à gérer ça, vous avez on a chacun nos préférences. J'aime les terrains volatiles. Si c'est pas votre cas, réduisez la voilure, réduisez le nombre de lots, réduisez, je vais y arriver, le nombre de trades aussi. Donc on a un marché qui est fort. Et a priori le S&P 500 ne devrait pas être un obstacle pour le Bitcoin monter. Reconquis, merci. Pourquoi? Parce que plus haut sommet, plus haut creux. Alors pas encore, enfin si, plus haut sommet, on ne le voit pas encore vis-à-vis des mèches, mais ça c'est ce qu'on appelle un pattern qui s'appelle le Rising Tree. Alors, Rising Tree, vous me direz, oui, mais normalement c'est 3, pas forcément en fait. En réalité, ça peut être 5, 10, 2, voilà, ou 50. Et ça consiste à un mouvement, des chandelles qui sont absorbées par la précédente et ensuite ça monte. Donc techniquement, une continuation haussière. Voilà, plus haut sommet, plus haut creux, continuation haussière. La question qui se pose, parce que c'est pas forcément gagné pour les boules, parce qu'ils ont quand même galéré hier, c'est est-ce que ici, on est en train de dire « Ah là là, mais non, c'est un range et on va y mettre un ou deux coups de plus avant de continuer. Fanta ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. » Effectivement, c'est une possibilité. Et bien sûr, un retour vers le bas, ça pourrait former un M. Mais pour l'instant, avantage haussier. Mais il ne faut pas oublier que ici, quand le marché faisait 80 ou 90% après, derrière la Kijun mensuelle, il faut se rappeler deux choses. La première, c'est que juste avant la Kijun mensuelle, le marché avait fait des 20 000%, des 50 000%, des 60 000%, des chiffres un peu fous. Aujourd'hui, le marché ne fait plus ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'à l'époque, on cassait la Kijun mensuelle juste au début de bear market. Et là, vous voyez ici, le bull run a été fait en mois de décembre. En janvier, un mois après, on casse la Kijun mensuelle. C'est qu'on entame la chute. La même chose ici. On est revenu vers le haut. On a donné un petit bull run en 2019. On a cassé la Kijun mensuelle le mois d'après. Et hop, on part en cacahuète. Pareil, ici, en 2014. Le début de bull run, le troisième mois, on casse la Kijun mensuelle et on part en cacahuète. C'est que là, ce n'est pas le cas. Là, si on considère qu'on est dans une structure corrective ABC, la baisse, elle a commencé en avril 2021. Si on prend le top, on va dire que la baisse a commencé il y a 6 mois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mois, oui. On a fait 6 mois au-dessus de la Kijun mensuelle et on l'a cassé au niveau de 7e mois. C'est que toute cette chute-là, il faut la prendre en considération aussi. C'est que vous voyez que l'analyse, c'est pas juste regarder le graphe et comparer le passé. Essayez aussi de comprendre dans quelles circonstances ça a chuté, dans quelles circonstances ça a monté, etc., etc. C'est qu'essayez de voir tout cela, combiner tout cela, avant de dire n'importe quoi, s'il vous plaît, parce qu'il y a des gens qui vous suivent et racontent que ça fait 3000 ou 2000 et 5000 et 6000. Même moi, ça me fait un peu peur. Parce que nos amis de Ishimoku, ils parlent de nuages, mais je leur rappelle que le nuage, ça n'a jamais été touché quand le marché chute. En 2018, ça n'a jamais été touché. Avant, ça n'existait pas. Du coup, là, on l'a touché, mais on était super proche du nuage. Vous voyez qu'au moment où on a cassé la Kijun mensuelle, le nuage, il était très proche. C'est qu'ici, le nuage, il est dans des niveaux super loin, très très loin. On est entre 10 000 et 8300, si j'arrondis les chiffres, même 8300 tout court. Baisser jusque-là, ça pose des questions sur le fondamental du Bitcoin. C'est pas l'analyse technique, c'est pas juste la technique. On parle Bitcoin, on se met en weekly, je refais ce petit travail avec vous par rapport à de l'invalidation qu'on pourrait potentiellement avoir sur
cet objectif de prix, le timing au niveau du prix du Bitcoin sur ces bottoms de marché historiques. Et on parlera bien évidemment du bottom au niveau du prix de Bitcoin, au plus bas des plus bas, qu'est-ce qu'on pourrait attendre. J'ai refait en fait ce travail par rapport à un récit, mais cette fois-ci en 14 périodes. Pourquoi 14 périodes? J'utilise bien les 21 périodes de façon la plus récurrente, parce que j'aime bien avoir un peu plus de déroulé au niveau du RSI en 21 périodes. C'est beaucoup plus lisse, entre guillemets. Mais la plupart des personnes et la plupart des traders et investisseurs utilisent bien évidemment le RSI en 14 périodes. C'est le RSI qui est le plus utilisé aujourd'hui dans le monde. C'est le RSI en 14 périodes. Dès lors, il était peut-être important de refaire un petit travail sur le RSI en 14 périodes et reprendre toutes ces fractales sur Bitcoin. Est-ce qu'on revoit des choses? Est-ce qu'on peut s'attendre à des choses qui vont potentiellement se reproduire dans le temps? On y passe extrêmement rapidement. Bon. On revient par rapport au premier bull run ou deuxième bull run, parce qu'en réalité, il y a eu un premier bull run de Bitcoin qui est passé de quelques centimes à 30 $. C'était en juin 2011, me semble-t-il. Vous avez des informations sur Internet sur ces faits-là. Donc, n'hésitez pas si ça vous intéresse à aller les regarder. Mais il y avait déjà eu un premier bull run. On est passé de quelques centimes de dollars à 30 $ le Bitcoin. Puis après, on était reparti en bear market. On était reparti après aux alentours des 100 $, voire 1000 $. On était reparti en bear market. Vous connaissez un petit peu l'histoire du Bitcoin. C'est extrêmement cyclique, mais ce qui est bizarre, c'est que c'est à la fois cyclique dans sa forme, dans sa gestion, mais c'est aussi cyclique bizarrement dans le temps. Et c'est ça en fait qui nous fait poser un énorme point d'interrogation. Bon, on y vient. On prend en fait ces falling wedge, j'aime bien vous les tracer, ces falling wedge, je les trouvais extrêmement pertinents, extrêmement intéressants, et je vous ai tracé en fait une trendline de tendance qu'on devrait en fait breaker pour pouvoir éventuellement initier un signal haussier, mais c'est un fake out. Et à chaque fois qu'on a eu en fait ce type de trendline, à chaque fois en fait on initiait ce qu'on appelait des fake out extrêmement simplement. Bon, qu'est-ce qu'on a? C'est extrêmement simple et c'est extrêmement de bon sens. Nous sommes ici exactement en 2013. Je vous le remonte, c'était au niveau du premier bull run de Bitcoin, c'était juste ici. On commence à partir, on a notre top ici, et puis on fait le bear market, on arrive. Reprenez la vidéo qui est sur la première page, vous comprenez un petit peu l'idée de tous ces triangles, etc. par rapport à des objectifs de prix, et ça tend à se répéter. On arrive juste ici, on prend ce canal une fois, deux fois, potentiellement trois fois, on rebondit, et on vient chercher en fait un extrême sur notre RSI en 14 périodes, en weekly. D'ailleurs, on repart bull run, et lorsqu'on vient à casser cette ligne de tendance en 1 point, 2 points, 3 points, structure, bull market derrière. Il y a quelqu'un qui me demandait, ouais, mais Fanta, comment les big boys, pourquoi tu parles de cette weekly, et comment les big boys pourraient être informés que c'est une bonne idée, s'il y a une clôture vert. Et pas les big boys, c'est mes statistiques personnelles sur un setup personnel que je suis le seul à trade. J'ai mes propres petits outils, je sais que j'ai un avantage probable à voir cette weekly terminée dans le vert. Il n'y a pas de figure chartiste officielle qui vous dit non c'est bon, allez-y, machin et tout. C'est juste que moi je sais que j'ai un avantage probable très fort à me positionner en spot si on a une clôture verte de cette weekly. C'est tout, c'est tout. Donc il n'y a pas de magie, il n'y a pas de science, il n'y a pas d'astrologie et tout, il y a juste des probabilités et un plan que je trade, qui est mon trading plan. Sachez que pour réussir en trading, pour éviter de se prendre la main dans toutes les trades et toutes les opportunités qui vous sont offertes 10 à 15 fois par jour, si c'est pas plus, on utilise un plan, on utilise un risque qu'on définit, combien on peut perdre sur cette idée de trade, et on essaye d'avoir une stratégie fixe. Le reste du temps, on s'assoit sur ses mains et on détermine combien on est prêt à perdre sur cette idée de trade en sachant qu'on a fait un travail professionnel ou en tout cas une approche comme les pros de probabilité en disant ok bon c'est une bonne idée de prendre ce trade là. Donc moi je vous invite pas à suivre mon plan. Moi personnellement quand je fais la méthode du Bitcoin j'essaye de donner une approche probable de là où va aller le prix, mais je veux dire, le plan de Fanta, il n'y a que Fanta qui peut le trade. Si vous tradez tout le temps en tendance, vous allez être une grosse bite dans les ranges. Si vous tradez tout le temps en range, vous allez être une grosse bite dans les tendances. Et puis, quid des autres contextes de marché excessif, etc. Comment concrètement vous filtrez ces différents contextes de marché? Comment vous arrivez à écarter les time frames sur lesquels il ne faut pas trader? Comment vous définissez les zones spéculatives? Et avec quel type de signaux vous rentrez dans ces différentes zones spéculatives? Si vous pouvez répondre à toutes ces questions, vous avez probablement une bonne stratégie. Et vous verrez que pour l'instant,
de ce que je peux voir encore circuler sur les réseaux au jour le jour, c'est franchement inquiétant de ne pas voir même pas 20% des gens faire ce travail. Alors que c'est la base. Mais vraiment, la base de base de base. En fait, il n'y a pas de spéculation, il n'y a pas de fondamentaux, de machin et de bidule, tant qu'on ne fait pas au moins ça. La gestion du risque, c'est la base de tout risque spéculatif. Et quand on met de l'argent dans les marchés, c'est ça qu'on fait. Donc, on n'investit pas sur Bitcoin parce que c'est le futur ou je sais pas quoi, etc., sans faire de gestion du risque. Et on se retrouve sur Twitter et je vais vous partager un tweet de Days the Wave qui est assez connu, un célèbre analyste sur Twitter qui est connu déjà pour être baissier. Et là, il recommence à devenir petit à petit haussier. Pourquoi? Alors, il se base beaucoup sur le MACD. Vous le voyez ici en bas. En fait, le MACD vient toucher une ligne donc à 0,10. Et à chaque fois qu'il a touché cette ligne dans le passé, alors dans le passé, pour le coup, là, c'est 2 fois. On a eu 2 cycles où ça s'est passé comme ça. Donc attention, en termes de statistiques, c'est pas très significatif, hein, mais c'est vrai que bah, voilà, les faits sont là. À chaque fois qu'on est venu chercher cette ligne, ici vous le voyez lors des précédents cycles, et qu'en plus on a eu un pic au niveau des histogrammes, ici en bas, vous le voyez, on a eu vraiment des histogrammes assez longs, et en fait à chaque fois qu'on a touché la ligne, ici c'était le pic sur les histogrammes. Ici vous voyez, on est sur une croissance, et on a quand même des pics qui commencent à devenir assez conséquents. Donc on peut espérer derrière une décroissance pour relancer un bull run. Chose aussi intéressante, au final, sa théorie converge plutôt bien avec la mienne, qui est, je vous l'ai dit, ma théorie la plus probable maintenant, celle que je vais jouer, qui est le fait de poser un bottom ici sur cette zone, donc aux alentours des 25 000, 30 000 $, restés ici globalement. Et si on regarde ce qui s'est passé précédemment, sur les précédents cycles, on a eu exactement la même chose. Donc l'histogramme vient taper ici, et ensuite on a plusieurs bougies avec très peu de volatilité, histoire de fatiguer tout le monde, d'ennuyer tout le monde, de faire sortir voilà, ceux qui veulent être impatients. Et ensuite ça repart. Et ici on a eu exactement la même chose, très peu de volatilité, et ensuite on repart. Donc on pourrait très bien avoir le même scénario. Il y a vraiment beaucoup de choses qui convergent vers celui-ci. Donc c'est assez intéressant et c'est pour ça que j'ai choisi de vous partager son graphique. J'ai fini pour Bitcoin rapidement, je viens sur Ethereum et je vais vous parler d'un truc qui va être extrêmement intéressant. Donc je vais passer en weekly. D'habitude on regarde en fait la paire ETH-BTC. Donc Ethereum contre Bitcoin. Donc c'est bearish hein, ici, voilà, retracement, etc. Mais on regarde très rarement Bitcoin contre ETH. Donc ça revient au même en fait. Ici c'est comme si je faisais 0 moins ETH BTC, tac, comme ça. Ok. Mais là on va faire quelque chose de différent pour que vous puissiez bien voir. On va faire BTC USDT divisé par ETH USDT. Et là la charte est littéralement différente. Là, littéralement, la charte, elle change. Ah mince, je suis venu faire ça ici, je voulais pas du tout le faire ici. Je vais repasser ici en 1 heure sur Bybit, désolé. Je vais juste remettre le ticker 2 petites secondes. Tac, c'est ici que je voulais le faire. Je passe en weekly, du coup, je viens sur BTC USDT divisé par ETH, ou non, on va faire mieux, BTC USD Bitstamp divisé par ETH USD Coinbase. Voilà. Et du coup, bon, ici on a une jolie charte et ici c'est la force de Bitcoin contre Ethereum. Donc on voit que Bitcoin a été très fort contre Ethereum de janvier 2018 jusqu'à environ septembre 2019. Ether s'est mis à bouffer le Bitcoin à partir environ de janvier 2020. Ether a littéralement bouffé le Bitcoin, mais là la donne elle change. C'est-à-dire qu'on a un marché qui a créé une sorte de range, on est venu chasser les stops là-bas, admettons. Et là, ce qu'on voit, c'est W Weekly. Moi, je suis honnête avec vous, ce genre de chart, normalement, je le vois, je l'achète direct. Si j'ai une altcoin quelconque qui me dessine ça en weekly, je l'achète, je me pose même pas 6000 questions. Un marché qui vient, qui a retracé, qui pose en weekly un bottom comme ça, je l'achète. Bah là, en fait, c'est la force de Bitcoin contre Ether. Donc là, on est en train de nous indiquer que Bitcoin donne un signal très fort de reprise de force contre Ethereum. Et du coup, il y a de grandes chances que Bitcoin puisse bouffer Ethereum pendant une période de plusieurs mois, où Bitcoin sera plus fort que Ether. C'est-à-dire que si le marché crypto dump, Bitcoin dumpera moins que Ethereum. C'est-à-dire qu'être exposé sur Ethereum, si le marché dump, c'est s'exposer à un plus gros risque de perte que si on était exposé sur Bitcoin. De produire des analyses quand on ne sait pas faire ce métier-là de base, pourquoi faire ça, en fait ? Je me demande vraiment ce que certains youtubeurs font de leur journée et comment ils arrivent à justifier leurs interventions. Quand tu prends ta vidéo et que tu vas l'uploader sur Internet, que concrètement tu parles d'un métier que tu ne sais pas faire, est-ce que c'est pas dangereux en fait ? Est-ce que c'est pas dangereux ? Parce que moi je pense que c'est le cas. On parle encore une fois de gens qui, malgré leur volonté peut-être bienveillante, influencent des gens
à faire des choses qu'ils ne maîtrisent absolument pas. Donc, au bout d'un moment, remettons-nous peut-être à parler de choses concrètes. Qu'est-ce que c'est le trading? Dans quel cadre ça se fait? Et combien de temps on met pour l'apprendre? Ça met au minimum 2 ans pour commencer, comme je dis, à apprécier ces séries statistiques. Et c'est pas proportionnel au temps que vous passez devant les écrans à regarder des graphiques en temps réel. C'est plutôt proportionnel au temps que vous passez à regarder des graphiques historiques, encore une fois, à manger des séries statistiques pour faire et construire ces probabilités dans votre cerveau. Ma stratégie, n'importe laquelle, mais vraiment peu importe la stratégie. Ce qu'il faut, c'est bouffer du graphe, mais pas bouffer du graphe en temps réel. Bouffer du graphe historique, construire ses stratégies de trading, construire ses probabilités dans la tête, élargir la série, la plage de données que vous allez agglomérer pour construire votre vision du marché, votre gestion du risque. Ça, c'est devenir trader. Les news autour de BTC, une loi en Russie qui finalement est très accommodante pour les paiements à l'étranger, etc. par rapport à la banque centrale russe, mais très peu pour les particuliers, donc ça, est-ce que c'est au quiche ou pas, je sais pas trop. JP Morgan qui nous dit attention, il va y avoir une grosse tempête économique, faites attention à vous, ça va être Armageddon. Bon alors, il faut plus croire Jamie Dimon, hein, qui est le PDG de JP Morgan, qui lui-même, JP Morgan est fait de grands comptes, donc du coup, voilà, c'est des gens qui en général donnent des signaux un petit peu contradictoires hein, en fonction de par rapport à ce qu'ils font, on va dire. Les prix aujourd'hui traduisent la psychologie de marché, pas du tout la valeur. Et il peut tout à fait y avoir une dissociation entre les deux, et ça peut durer aussi longtemps qu'il faudra. Il faut juste comprendre que de toute façon, les marchés reviennent à la valeur. La question ici, ce n'est pas est-ce que, c'est quand. Donc, c'est là que vient tout le problème. Puisque les prix traitent la psychologie, et que la psychologie n'a théoriquement pas de limite, oui, en soi, mathématiquement parlant, Bitcoin, ça vaut entre 0 et l'infini. Mais dans la réalité, c'est pas possible. C'est pas comme ça que fonctionne le marché. Donc, il va falloir que vous appreniez ce truc-là, et c'est la raison pour laquelle on va en parler aujourd'hui. D'accord ? Il y a énormément de choses à dire, mais la principale, c'est de commencer à comprendre quels sont les mécanismes spéculatifs qu'exploitent les professionnels. Donc, je pourrais passer, enfin, en soi, il faudrait des heures, d'accord, pour vous faire comprendre tout ça. Mais je vais au moins essayer de vous en faire la structure de base, d'accord ? Donc, c'est de comprendre que dans les marchés, ce qu'on étudie, quand on fait ça de façon professionnelle, c'est on va rechercher ce qu'on appelle une espérance de gain positive, c'est-à-dire un aspect statistique qui fait qu'on va pouvoir récupérer une probabilité supérieure de gagner de l'argent par rapport aux pertes qu'on pourrait engranger. Et le but, c'est de répéter ça un très grand nombre de fois. Pourquoi ? C'est ni plus ni moins que comme une expérience scientifique avec des aspects statistiques. Ça veut dire qu'il faut un échantillon, qui soit suffisamment large pour qu'on puisse l'analyser, d'accord ? Si vous avez une série avec 10 points, on ne peut pas appeler ça une tendance, d'accord ? Donc encore une fois, quand je vois des gens me parler de cycle de halving, il y en a eu 3. Donc, depuis quand on fait une analyse avec 3 trucs ? Enfin, c'est incroyablement bête de raisonner comme ça. Donc, il faut faire très attention à ces trucs-là. Okay ? Alors oui, il y a parfois des logiques fondamentales qui peuvent effectivement influer sur le supply, par exemple les halvings. Mais je prends cet exemple, c'est probablement le mauvais exemple, mais juste de dire un truc qui s'est produit 3 fois, c'est pas une pattern, c'est juste un biais psychologique au mieux, voire une pure vue de l'esprit, et on est sur du wishful thinking exposant 3000. Donc il faut vraiment faire très très attention à ce genre de conneries, parce qu'effectivement, ça en ce moment, il y en a mais de partout. Hein. Entre les gens qui analysent des bougies pas clôturées, ou des... Enfin, c'est incroyable. Il faut savoir que, je vais être très franc avec vous, plus de 80% des mouvements de prix ne servent à rien. On va aller voir l'élément le plus important de tout sur les marchés en ce moment. En ce moment, tous les marchés ne dépendent que d'une seule entité. Là, je vous en parle depuis déjà des semaines. C'est la Fed, Jérôme Powell. En fait, tous les marchés dépendent que si la Fed continue dans ses politiques monétaires de commencer à vendre leurs actifs sur leur bilan comptable et à monter les taux d'intérêt, on va voir les actions continuer de descendre, les crypto-monnaies continuer de descendre parce qu'on est dans un environnement risk-off. Et tant qu'on risque risk-off, tout va continuer de descendre. C'est pas compliqué. Donc, le premier rappel important, c'est de suivre ce que la Fed va faire. C'est pas compliqué. Si la Fed commence à changer de discours, nous parler qu'elle va arrêter d'augmenter les taux d'intérêt, recommencer à imprimer de l'argent à partir de rien pour faire gonfler artificiellement les bulles dans les actions, les crypto-monnaies, peu importe tous les actifs, là, on va pouvoir parler de altcoins, de montée de 50x. Mais pour l'instant, faut garder en tête que la Fed fait vraiment le contraire de ce qui pourrait amener un marché haussier. Donc, le premier rappel important, c'est que nous n'avons pas toutes les cartes dans notre jeu
Parce qu'il y a tellement de fausses rumeurs, des mensonges qu'on se fait dire par les dirigeants à chaque jour, que c'est vraiment dur de comprendre qu'est-ce qui va arriver pour la suite des choses. Parce qu'on se rappelle, la Fed, pendant toute l'année 2021, nous disait que l'inflation était transitoire, il n'y avait pas de problème, ça allait se replacer. Et là, tout d'un coup, on a Janet Yellen, la secrétaire du Trésor américain, ancienne présidente de la Fed, juste avant Jérôme Powell, qui nous dit qu'il n'avait pas réussi à anticiper l'inflation, puis qu'il n'avait pas réussi à anticiper les chocs que ça allait avoir sur l'économie. Donc la question, c'est est-ce qu'on se fait prendre pour des cons ou Janet Yellen et tous les dirigeants des banques centrales, c'est des gens complètement stupides? Ben, mon hypothèse penche vers les deux potentiellement. Parce que honnêtement, c'est une impossibilité qu'on se fait dire ça par quelqu'un d'aussi haut placé et que personne n'avait réfléchi que c'était une possibilité. A priori, c'est un bug au niveau des validateurs de blocs qui a été en cause d'une interruption encore de 4 heures, moins un peu plus de 4 heures de la blockchain. Donc c'est un bug qui est apparu sur la fonction de nonce durable de la blockchain et qui a amené tout simplement un bloc à être considéré invalide et ce qui a empêché du coup la validation de tous les autres blocs qui voulaient s'intégrer. Du coup, on a dû mettre à l'arrêt même au niveau des validateurs, etc. Et ça a causé justement le bug ultime qui a encore amené Solana à être indisponible. Décidément, on va finir par compter les fois où Solana fonctionne plus que les fois où Solana ne fonctionne pas. Bref, ça sent quand même pas bon pour le cours du Solana. Le cours a tellement chuté, on se dit mais ça peut valoir le coup de rentrer dedans, mais au final, on se dit que quand on voit qu'il y a encore ce type de problème, bah le cours il pourrait encore diviser par 2, par 3 assez facilement. Donc on verra ça, mais c'est un truc de dingue. Et c'est la même chose qu'on voit du côté de la Banque centrale canadienne. On voit qu'on a fait passer les taux d'intérêt de 0,25% l'année passée à maintenant, on est rendu à 1,5%, donc on parle de x6 en termes d'augmentation des taux d'intérêt. Et on se rappelle qu'au Canada, on avait une bulle immobilière, on a en ce moment une bulle immobilière sans précédent, qui est causée, c'est sûr, par plusieurs facteurs, mais entre autres, les taux d'intérêt extrêmement bas qui permettent le crédit facile. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On vient augmenter les taux d'intérêt pour faire exploser la bulle immobilière. Donc, tous les gens qui ont acheté dans la dernière jambe haussière ici ont un risque de se faire avoir et qu'on voit le prix de l'immobilier au Canada descendre plutôt rapidement. Parce que là, avec l'inflation, le prix de la nourriture qui augmente, le prix du gaz, le prix, en fait, tout ce qui nous permet de vivre augmente. Et là, si on se retrouve avec une maison qu'on arrivait tout juste à payer avec des taux d'intérêt extrêmement bas, et là qu'on vient vous en foutre une avec des taux d'intérêt 1,5%, mais là, vous vous rendez compte qu'il peut y avoir des méchants problèmes pour tout ce qui est l'immobilier au Canada. Et l'immobilier dans tous les autres pays aussi. Parce qu'on se rend compte que aux États-Unis, le prix des maisons est plus cher qu'il était en 2008. C'est sûr qu'on voit ici les incomes, donc les salaires ont augmenté, mais là on voit le prix de l'immobilier qui est en train de dépasser l'augmentation des salaires, ce qui peut être vraiment problématique. Mais c'est sûr que la bulle n'est pas aussi grande qu'au Canada. Alors, en quoi Bitcoin peut servir les intérêts de ce pays ? Pour bien le comprendre, il faut garder en tête que la RCA, comme de nombreux autres pays d'Afrique centrale, ne possède pas sa propre monnaie. Le franc CFA est une monnaie apportée par le colonialisme de la France, créée en 1939 pour servir le développement de la colonie dans le but de servir les intérêts de la France. Il y a de nombreux aspects à la fois douloureux et complexes lorsque l'on parle de la colonisation. Mais pour ma part, bitcoiner, économiste et entrepreneur, je m'exprime seulement sur les aspects économiques et monétaires. Par exemple, avant la décolonisation, la RCA n'avait pas le droit d'exploiter ses propres matières premières. Elle devait les envoyer en France pour être transformées, puis elle pouvait acheter les productions réalisées avec les ressources exploitées sur leur sol. Suite à sa proclamation d'indépendance le 13 août 1960, le pays reste pour autant dans le système du franc CFA. À sa création, un franc français vaut 1,7 francs CFA. Aujourd'hui, avec 6,55 957 €, soit un franc français, on obtient 4320 francs CFA. Alors, que s'est-il passé ? Est-ce que les dévaluations successives ont été faites dans l'intérêt des pays du CFA ? Vaste débat et l'article d'Alex Glasstein vous donnera un point de vue, je vous invite à vous faire le vôtre. Ce que je sais par contre, c'est que la très grande majorité des Centrafricains n'ont pas d'accès à un compte bancaire, donc ils sont obligés d'épargner en cash. Dans ce cas, on peut dire que le pouvoir d'achat du franc CFA a été divisé par 2500 en l'espace de 60 ans. C'est pas une très grande réussite. L'article d'Alex Glasstein raconte que lors de la dévaluation du 12 janvier 1994, l'épargne de la population du Sénégal a été divisée par 2.
Parlons d'abord de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, voilà, c'est Chipotle aux États-Unis, donc la chaîne de restauration rapide à base de cuisine Tex-Mex. Moi j'adore cette chaîne, hein. Je sais pas si vous êtes plutôt burrito bowl. Moi j'aime beaucoup Chipotle, et là en fait la nouvelle, ils ont fait un partenariat avec Flexa, donc c'est une société qui permet, c'est un réseau de paiement spécialisé dans les cryptos, et désormais on pourra payer avec plus de 98 crypto-monnaies différentes, y compris le Bitcoin, Ethereum, Solana et plein d'autres choses dans les restaurants Chipotle. C'est vraiment une très très bonne chose pour la démocratisation de la crypto. Après, le bémol, c'est que ça ne sera pas possible avec n'importe quelle wallet, avec n'importe quelle wallet de payer. Il faudra obligatoirement avoir une des deux applications, que ce soit l'application Speden, je sais pas comment ça se prononce, SPEDN, ou Gemini, donc l'exchange américain qui a aussi sa propre application. Et du coup, avec ces deux applications, vous allez pouvoir payer en crypto dans tous les restaurants. Donc vraiment une bonne chose. Maintenant on va voir si c'est toujours la même chose en fait. Maintenant il y a plein de restaurants qui vont accepter ça. Il faut voir maintenant quel va être le taux d'utilisation des cryptos, parce que ça sert à rien d'avoir des millions d'utilisateurs potentiels si aucun finalement n'utilise ces cryptos pour payer. Mais bon, écoutez, une bonne chose. Voilà, on va voir maintenant s'il y a d'autres restos qui vont faire pareil. Est-ce que McDonald's un jour va accepter les cryptos dans tous ses magasins? On verra. Le professeur Yam Timba, invité par le Conseil économique et social à la conférence à laquelle nous avons participé, a largement expliqué les problèmes que pose le franc CFA. Voici son témoignage. Le franc CFA a un certain nombre de problèmes qui relèvent de l'histoire commune entre la France et un certain nombre de pays africains qui étaient ses anciennes colonies ou des pays sous tutelle par le mandat de l'ONU. Le franc CFA n'est pas une monnaie, c'est un bon du trésor français, et au mieux, on peut dire que c'est une monnaie binaire de l'euro, c'est-à-dire que la France et l'eurozone se sont enfermés une zone dans le monde où ce pays et ses alliés de l'eurozone peuvent s'approvisionner en matières premières sans avoir à payer. C'est ce qu'on appelle la tutelle monétaire de la France sur ces pays-là. Et cette tutelle monétaire, naturellement, bloque le développement de ces pays, et ce n'est pas une contribution. C'est pas que cette tutelle contribue, mais cette tutelle fabrique la pauvreté et la misère dans ces pays-là. La France dit donc garantir la libre convertibilité du franc CFA, mais en contrepartie de quelque chose. C'est que ces pays-là déposent leurs réserves de change dans le compte des opérations qui est logé au Trésor de France. Vous savez qu'on ne gère pas une monnaie dans un trésor, au service du trésor, mais plutôt dans une banque centrale. Donc vous comprenez pourquoi nous disons que techniquement, administrativement, c'est un bon du trésor français. Et cette garantie de la convertibilité devrait normalement venir de ce que devait donc permettre à ces pays-là de pouvoir commercer avec le reste du monde. Sauf qu'en réalité, il n'y a aucun pays dans le monde qui accepte les francs CFA. C'est plutôt l'euro qui est accepté, parce que la France, en réalité, convertit les francs CFA en euros pour pouvoir acheter au nom des pays qui utilisent le franc CFA. Et donc, en 1960, ces pays devaient déposer 100% de leurs revenus d'exportation. En 73, 65%. Et depuis 2010, 50%. Sauf que les 50%, il faut y ajouter les frais, les taxes, que ces pays-là ne comprennent pas forcément, et qui peuvent faire monter les retenues jusqu'à 85%. Je vous prends un exemple. Si la Centrafrique exporte 25 tonnes d'or et que cela lui rapporte au cours d'aujourd'hui 1,475 milliard d'euros, la Centrafrique ne va pas encaisser 1,475 milliard d'euros. La Centrafrique va toucher seulement 210 millions d'euros. Le reste sera déposé au Trésor français qui va l'intégrer dans le budget de la France et qui va donc servir à payer le fonctionnement de l'État français. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour étudier le cas Binance, puisque je vais vous présenter l'interface de A à Z de Binance pour les débutants. En effet, cette vidéo va s'adresser à ceux qui souhaitent franchir le pas vers Binance, mais qui n'osent pas trop. Mais justement, eh bien, je vais m'occuper de tout ça, à vous présenter les principales fonctionnalités, comment on peut acheter et vendre des crypto-monnaies facilement, comment réaliser par exemple un premier trade et comprendre comment ça se passe, et enfin voir différentes fonctionnalités comme passer rapidement sur la carte bancaire de Binance ou encore tout ce qui touche aux revenus passifs sur Binance. Voilà, on va vraiment s'intéresser
au plus gros pour que vous puissiez avoir un premier aperçu de cette plateforme. Et que dire de cette plateforme puisque Binance est le leader incontesté de l'exchange crypto. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est plus de 90 millions d'utilisateurs, des frais réduits, plus de 600 cryptos disponibles et on est sur quelque chose d'assez incroyable en termes de volume. Il y a eu en début 2021 une journée où il y a eu plus de 80 milliards d'échangés. Donc voilà, on est sur un mastodonte de la crypto qui se veut aussi aller dans le sens de la régulation puisque Binance s'est aussi enregistré en tant que PSAN sur l'Europe et donc vise à aller dans ce domaine où de toute façon la régulation sera inévitable. Me voici dans mon penthouse. Voilà, je peux me déplacer. Alors comme on le voit, c'est plutôt luxueux. On peut admirer la ville et la vue. Alors là, vu la hauteur de la tour, on est à Dubaï, le Burj Khalifa. Et regardez qu'est-ce qu'il y a là, c'est mon hélico. Regardez mon hélico. C'est pas la classe virtuelle. Et si je veux, je peux m'asseoir tranquillement sur mon canapé, c'est plutôt cosy. Je peux aussi aller dans la chambre. Alors je peux m'asseoir sur le lit. Est-ce que je peux m'allonger et dormir? Peut-être pas. En tout cas, je peux marcher dessus. J'ai même une petite terrasse à côté de ma chambre. Il y a un escalier, je peux monter sur le toit. La vue est plutôt sympa. Après, bon, je ne suis jamais allé à Dubaï, mais on peut aussi faire un petit tour à Paris. Et du coup, on change de décor, un petit peu au niveau des murs et de l'esthétique, mais en restant toujours dans le même modèle de penthouse. Tout à l'heure, je vous ai pas montré, mais on a aussi notre petit cinéma privé sur lequel il sera possible de soit diffuser un film déjà enregistré, ou alors même faire une diffusion en live. Et typiquement, ça peut servir pour des marques, pour des lancements de produits, voire même des avant-premières au cinéma, des concerts privés, ce genre de choses quoi. En VR, ça peut être sympa quand même d'avoir cette vue-là. C'est une expérience quoi, avec la tour Eiffel. Ou bien, on peut aussi se retrouver à Miami. Il fait beau, il fait chaud, et on s'y croirait presque. Et pour terminer, on va aller en Nouvelle-Calédonie. Et là, on n'est pas bien sur son petit siège, avec en arrière-fond le sable fin, l'eau turquoise et la végétation, sur une île paradisiaque. On est bien, non? En tout cas, on serait plutôt bien là, non? On va parler de la ministre des Sports qui met en avant la blockchain et les NFT pour combattre le risque de faux billets dans le sport. Là, c'est un parallèle avec ce qui s'est passé pendant le match de Ligue des Champions, là, la finale qui a eu lieu au Stade de France, puisque normalement c'était en Russie, mais que au vu du contexte, bon, ça a été fait en France. Et arrivé là, apparemment, il y a eu je ne sais combien de faux billets pour accéder au stade. 2700 et du coup, ça a fait une pagaille de malades, c'est-à-dire que les gens qui avaient des vrais billets ne pouvaient même pas accéder au stade. Certains qui avaient des vrais billets rentraient quand même, mais sans les passer. Enfin bon, ça a été un bordel monstre. Et du coup, c'est vrai que la ministre des Sports rebondit sur la technologie blockchain en disant que cette technologie-là aurait pu peut-être éviter l'incident qu'il y a eu pour cette finale. Donc il s'avère qu'il y a un concert de Ed Sheeran là, qui aura lieu dans pas longtemps. Et le staff d'Ed Sheeran avait déjà prévu de faire la billetterie avec la blockchain et un système d'NFT. Génie. Et donc, elle rebondit là-dessus en disant que ça pourrait être la solution et machin, comme si c'était elle qui avait décidé de le mettre en place pour Ed Sheeran, alors que c'est l'équipe d'Ed Sheeran. Bon, bref. Ouais, la France, après ce match-là, a vraiment été la risée, pas du monde, hein, non, mais elle s'est fait taper sur les doigts par les Anglais, qui étaient vraiment pas contents pour le coup. Mais ils n'étaient pas contents à cause de la France et du Stade de France ou parce qu'ils avaient perdu la finale? Je pense que c'est un mélange de beaucoup de choses. Ils ont perdu la finale, c'était en France, et c'est les supporters de Liverpool qui n'ont pas pu entrer dans le stade, tu vois. Bon messieurs, on va clôturer là-dessus, on a fait une vidéo assez longue. On va souhaiter une très bonne journée à nos auditeurs. Si vous avez apprécié, mettez un pouce bleu. Si vous n'appréciez pas, mettez un pouce rouge. On regardera ça d'un air très détaché. N'oubliez pas de vous abonner pour voir nos vidéos qui sortent en live. On fait des vidéos quotidiennes toute la semaine, du lundi au vendredi, tous les matins. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le Zap Crypto de la veille.